Il y a des moments où tu te retrouves assis dans une pièce que tu connais parfaitement, entouré de gens que tu aimes, dans une vie que tu as toi-même construite, et malgré tout cela, malgré toute cette familiarité, quelque chose en toi ne reconnaît plus rien. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la fatigue non plus, pas vraiment. C'est quelque chose de plus étrange, de plus silencieux, comme si une légère vitre s'était installée entre toi et le reste du monde sans que tu t'en aperçoives. Tu entends les voix autour de toi, tu réponds, tu souris au bon moment. Mais quelque part, au fond, tu observes la scène depuis un endroit que tu ne sais pas encore nommer. Tu te souviens d'un moment, il n'y a pas si longtemps, où les choses semblaient avoir une texture différente. Une conversation pouvait te transporter, une chanson pouvait t'ouvrir la poitrine, un projet, une idée, une personne pouvait allumer quelque chose en toi que tu ressentais jusque dans les bras. Et maintenant? Maintenant, tu traverses ces mêmes expériences et elles glissent. Non pas parce que tu t'en moques, mais parce qu'elles ne semblent plus atteindre la même profondeur, comme si le sol avait reculé d'1 mètre en dessous de tes pieds et que rien ne pouvait plus y toucher vraiment. Ce que tu vis, c'est peut-être exactement ça, une espèce de distance tranquille et déconcertante entre toi et tout ce qui composait ton ancienne façon d'exister dans le monde. Et cette distance, elle est troublante précisément parce qu'elle n'a pas de cause évidente. Il ne s'est rien passé de dramatique. Il n'y a pas eu de rupture fracassante, pas de catastrophe clairement identifiable. Juste ce glissement progressif, presque imperceptible, vers quelque chose que tu ne reconnais pas encore comme une direction. Quelque chose qui ressemble à du vide, mais qui se comporte différemment du vide que tu as connu avant. Richard Feynman, l'un des physiciens les plus brillants du XXe siècle, disait quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre, quelque chose qui dérange, qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne sur la réussite, la compagnie et le bonheur collectif. Il disait avec cette franchise désarmante qui le caractérisait qu'il y a un type particulier de solitude qui n'est pas le signe que quelque chose va mal, mais précisément le signe que quelque chose, enfin, commence à aller juste. Il ne parlait pas de misanthropie, il ne parlait pas d'isolement morbide. Il parlait de ce moment précis où une conscience commence à regarder le monde avec ses propres yeux, vraiment ses propres yeux, pour la première fois, et où tout ce qu'elle croyait voir prend soudain une forme différente, plus nette, moins rassurante, mais infiniment plus réelle. Et ce moment-là, il n'est pas confortable. Il ne devrait pas l'être. Personne ne te dira ça clairement, mais c'est la vérité la plus honnête qu'on puisse t'offrir. Voir lucidement, c'est d'abord perdre le confort de l'illusion. Et cette perte, même quand elle ouvre vers quelque chose de plus grand, ressemble d'abord exactement à une perte. Alors peut-être que tu t'es demandé dans ces moments de silence inhabituels si quelque chose en toi était brisé. Peut-être que tu t'es observé de l'extérieur comme on observe quelqu'un d'autre, et que tu t'es dit que tu aurais dû ressentir davantage, que tu aurais dû être plus enthousiaste, plus présent, plus vivant dans ces instants que les autres semblent vivre avec une intensité que tu n'arrives plus à simuler sans effort. Et la peur qui vient avec ça, elle n'est pas abstraite. Elle est très concrète, très intime. Elle ressemble à quelque chose comme « Est-ce que je suis en train de devenir quelqu'un de froid ? Est-ce que je suis en train de perdre ma capacité à aimer, à me connecter, à ressentir ? Est-ce que ce détachement qui s'installe en moi est le symptôme de quelque chose que je ne veux pas nommer ? Ces questions, tu ne les poses probablement pas à voix haute, parce qu'elles font peur à dire, parce qu'elles impliquent une vulnérabilité que le monde extérieur ne semble pas toujours prêt à accueillir. Alors, tu continues à fonctionner, tu réponds aux messages, tu honores tes engagements, tu maintiens les apparences d'une vie normale et même parfois d'une vie heureuse. Mais en dessous de tout ça, dans cet espace que personne ne voit, tu portes cette question silencieuse et pesante. Pourquoi est-ce que je me sens aussi loin de tout, même de moi-même ? Et alors viennent les accusations internes, parce que l'esprit humain, quand il ne comprend pas ce qu'il vit, cherche une explication et faute d'en trouver une juste, en invente une sévère. Tu es peut-être ingrat, te dis-tu. Tu as une vie que beaucoup envieraient, et tu la traverses comme un fantôme. Tu es peut-être égoïste, trop dans ta tête, trop préoccupé par des questions abstraites qui ne mènent nulle part. Tu es peut-être arrogant, incapable de te satisfaire de ce que les autres acceptent avec grâce. Ou pire encore, dans les moments les plus sombres de cette auto-accusation muette, tu te demandes si tu n'es tout simplement pas fait pour être heureux, si quelque chose dans ton câblage fondamental t'en empêche définitivement. Ces pensées ont un poids particulier, parce qu'elles ont la forme de la vérité.
Elles arrivent avec une précision chirurgicale. Elles touchent exactement les endroits où tu es le plus vulnérable. Et elles se présentent non pas comme des attaques, mais comme des conclusions logiques. Et c'est précisément là leur danger. Non pas dans leur violence, mais dans leur fausse évidence. Parce qu'elles sont convaincantes sans être vraies. Elles sont cohérentes sans être justes. Et tant que tu ne vois pas leur mécanisme, tu les acceptes comme des faits, alors qu'elles ne sont que des interprétations parmi d'autres, et parmi les moins généreuses envers toi-même. Il y a encore une autre dimension à cette souffrance particulière, et elle est rarement nommée. C'est la honte d'aller bien objectivement et de ne pas se sentir bien. C'est la culpabilité de traverser une vie qui devrait, selon toutes les métriques extérieures, suffire à rendre heureux, et de la traverser pourtant avec cette sensation de brouillard intérieur. Et cette honte-là, elle est particulièrement vicieuse parce qu'elle rajoute une couche de souffrance sur la souffrance originale. Elle dit « Non seulement tu ne vas pas bien, mais tu n'as pas le droit de ne pas aller bien », ce qui te bloque encore davantage dans le silence, encore davantage dans le mensonge de surface, encore davantage loin de la possibilité d'être vraiment vu par quelqu'un, y compris par toi-même. Ce que personne ne te dit dans ces moments, ce que la culture du bien-être performatif refuse systématiquement d'admettre, c'est que cette expérience que tu traverses, cette étrangeté tranquille, ce détachement progressif du bruit familier de ta vie d'avant, n'est pas une dysfonction. Elle n'est pas le signe que tu vas dans la mauvaise direction. Elle est, avec toute la lucidité qu'on peut lui accorder, le signal d'un passage. Non pas une descente vers quelque chose de moins, mais une transition vers quelque chose de différent. Quelque chose qui ne ressemble pas encore à ce qu'on t'a appris à appeler le bonheur, mais qui s'en approche peut-être d'une façon que tu n'as pas encore les mots pour décrire. Il faut comprendre quelque chose sur la façon dont la conscience humaine fonctionne. Et Feynman, dans sa manière de penser les systèmes complexes, aurait probablement dit les choses ainsi. Un système qui commence à percevoir ses propres biais de perception passe nécessairement par une phase d'instabilité. Parce que percevoir un biais, c'est devoir désapprendre quelque chose qu'on croyait être la réalité elle-même. Et désapprendre, ça ressemble beaucoup à perdre, même quand c'est gagné. Imagine quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans une pièce dont les murs sont peints en bleu. Non pas simplement un bleu décoratif, mais un bleu si présent, si constant depuis l'enfance, que cette personne a fini par oublier que c'est une couleur parmi d'autres. Pour elle, cette teinte particulière n'est pas une couleur, c'est la neutralité elle-même. C'est ce qui est normal, c'est ce à quoi ressemble le monde. Et puis un jour, par une fissure dans un mur qu'elle n'avait jamais remarqué, elle aperçoit quelque chose, une autre nuance, différente. Ni meilleure ni pire, mais différente. Et à cet instant précis, sans avoir rien fait de particulier, sans avoir cherché quoi que ce soit, cette personne commence à voir le bleu de ces murs, vraiment le voir, pour la première fois, pas comme le monde, comme une couleur parmi d'autres. Et ce moment-là, celui où elle réalise que ce qu'elle croyait être la réalité n'était qu'une teinte particulière de celle-ci, ce moment n'est pas libérateur d'emblée. Il est d'abord désorientant, parce que si les murs sont bleus et non pas neutres, alors que dire de tout ce qu'elle a pensé, senti, décidé, aimé, en croyant voir le monde tel qu'il est? Que dire de tous ses jugements, ses préférences, ses certitudes qui s'appuyaient sans le savoir sur cette teinte particulière? Il ne s'agit pas de remettre en question la valeur de tout ce qu'elle a vécu. Rien de ce qu'elle a aimé ne devient moins réel. Mais la façon dont elle s'y rapporte, elle, change de fond en comble. C'est à peu près ce qui se passe quand une conscience commence à se voir elle-même, quand elle commence à percevoir les filtres à travers lesquels elle a toujours regardé. Et cette perception, elle ne vient pas d'un coup de grâce intellectuelle, d'une révélation dramatique, d'une nuit obscure de l'âme comme dans les romans. Elle vient souvent de façon bien plus banale, bien plus silencieuse. Elle vient d'une accumulation tranquille de petits désillusionnements, de petites fissures dans des certitudes qu'on croyait solides, de petits moments où quelque chose qui était censé fonctionner ne fonctionne plus tout à fait de la même façon. La joie bruyante commence à sembler creuse. Les amitiés qui reposaient sur des performances mutuelles commencent à peser. Les buts qu'on avait posés comme des destinations absolues révèlent leur nature de convention sociale. Et le monde qui semblait si évident dans ses hiérarchies, ses urgences et ses promesses commence à ressembler à ce qu'il a toujours été. Une construction, élaborée, ingénieuse, humaine, mais une construction tout de même, pas le réel lui-même, mais une carte du réel. Et une carte n'est jamais le territoire,
Il y a une métaphore que j'aime particulièrement pour décrire ce qui se passe dans ces phases de transition. Celle de l'acteur qui, après avoir joué le même rôle pendant si longtemps qu'il l'a confondu avec lui-même, se retrouve un jour dans les coulisses et voit le décor de face. Non pas depuis la salle où il a l'air réel et cohérent, depuis l'arrière de la scène, où il voit les structures en bois, les peintures un peu grossières, les éclairages qui simulent le jour et la nuit, les fils qui font tenir les accessoires. Rien de tout cela n'est faux au sens moral du terme. Le spectacle a de la valeur. La pièce a une signification. Mais une fois qu'on a vu les coulisses, on ne peut plus monter sur scène de la même façon. On peut encore jouer. On joue peut-être même mieux, avec plus de conscience, plus de précision. Mais on sait maintenant qu'on joue. Et cette conscience change tout, jusqu'à la racine. Ce que tu vis est peut-être exactement ça. Tu as vu quelque chose des coulisses. Peut-être pas tout. Peut-être pas avec une clarté parfaite, mais suffisamment pour que la représentation ne puisse plus être prise pour la réalité elle-même. Et du coup, certaines choses qui mobilisaient ton énergie, sans que tu te poses de questions, la mobilisent maintenant différemment. Pas parce que tu es devenu cynique, pas parce que tu as décidé que rien n'a de sens, mais parce que le sens que tu accordes aux choses est en train de changer d'origine. Il ne vient plus automatiquement du dehors. Il commence à devoir venir de quelque chose de plus interne, de plus choisi, de plus délibéré. Et ça, c'est un travail, un vrai travail, silencieux, invisible, non récompensé dans l'immédiat. Le travail de quelqu'un qui ne peut plus s'appuyer sur les automatismes qui lui évitaient de penser, mais qui n'a pas encore construit de nouveaux repères pour remplacer les anciens. Cette période-là, ce no man's land intérieur, elle est inconfortable par nature. Elle est supposée l'être, non pas comme une punition, mais comme une nécessité fonctionnelle. On ne peut pas passer d'une façon d'habiter le monde à une autre sans traverser un espace de transition où ni l'une ni l'autre ne fonctionne pleinement. Pense au serpent qui change de peau. Ce moment particulier où l'ancienne peau est devenue trop petite, où elle commence à contraindre, à frotter, à ne plus être ajustée à ce qu'il est devenu, et où la nouvelle peau n'est pas encore tout à fait formée, pas encore tout à fait solide. Dans cet intervalle, le serpent est vulnérable. Il n'a pas encore la protection de ce qui vient. Il n'a plus celle de ce qui était. Et pourtant, ce moment n'est pas une erreur dans le processus. Il est le processus lui-même. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est la croissance dans son expression la plus honnête, dans son étape la moins élégante et la plus réelle. Ce que tu vis ressemble à ça. Cette période où tu ne sais plus vraiment qui tu étais, mais où tu ne sais pas encore clairement qui tu es en train de devenir. Cette période où les anciennes sources de satisfaction ne satisfont plus vraiment et où les nouvelles ne sont pas encore identifiées avec assez de précision pour te nourrir. Cette période est exactement ce qu'elle semble être depuis l'intérieur, une transition, pas un effondrement, une mue. Et dans cette mue, le silence que tu ressens, le vide relatif d'enthousiasme, la sensation de regarder les choses de loin, tout cela n'est pas de la dépression, au sens où on l'entend couramment. Bien sûr, si tu souffres vraiment en profondeur, si ça dure, si ça envahit chaque espace de ta vie, parle-en à quelqu'un de qualifié. Mais ce détachement particulier, cette espèce de tranquillité étrange qui n'est ni heureuse ni malheureuse, juste présente, juste observatrice, est souvent le signe d'une conscience qui apprend à se voir elle-même, qui apprend à ne pas confondre ses automatismes avec ses véritables désirs, qui apprend à distinguer ce qu'elle ressent vraiment de ce qu'elle était conditionnée à ressentir. Il y a quelque chose de très particulier dans notre rapport à la stimulation, quelque chose qu'on ne remarque que lorsqu'on commence à en sortir. Nous avons été formés, et le mot est juste, vraiment formés, à avoir besoin de bruit. Pas nécessairement du bruit sonore, même si celui-là joue son rôle, du bruit psychologique, de l'agitation intérieure, de l'urgence constante, de la validation fréquente, du mouvement perpétuel entre les événements, les interactions, les émotions intenses, les petits drames, les grandes espérances. Nous avons construit une forme de dépendance au stimulus, et comme toutes les dépendances, elle s'est installée si progressivement, si naturellement, qu'elle est devenue invisible. Elle s'est confondue avec la normalité elle-même. Et quand cette dépendance commence à se dénouer, quand le bruit commence à perdre de son attrait sans qu'on l'ait décidé consciemment, l'absence de bruit ressemble à un problème, parce que nous n'avons pas appris à habiter le silence. Parce que dans notre culture, dans nos éducations, dans nos habitudes numériques et sociales, le silence n'est pas une qualité, il est une absence. Quelque chose à remplir au plus vite,
quelque chose qui signale que quelque chose manque plutôt que quelque chose commence. Mais il y a une autre façon de voir le silence, pas comme un vide, mais comme un espace dans lequel quelque chose de plus subtil peut enfin se faire entendre. Parce que le bruit, aussi confortable qu'il soit, aussi familier et rassurant qu'il puisse paraître, couvre quelque chose. Il couvre cette voix intérieure qui n'est pas dramatique, qui n'est pas urgente, qui ne crie pas mais qui, dans un espace suffisamment calme, dit des choses d'une précision étonnante sur ce que tu es vraiment, sur ce qui compte vraiment pour toi, sur la direction que tu sens être juste, sans pouvoir encore l'articuler clairement. Cette voix-là, tu ne peux pas l'entendre dans le bruit. Et c'est peut-être pour ça que le bruit a été si longtemps commode. Parce que cette voix dit parfois des choses difficiles à entendre. Elle dit que certaines relations que tu maintiens par habitude ne te nourrissent plus vraiment. Elle dit que certains buts que tu poursuis avec ardeur ont été empruntés à d'autres plutôt que véritablement choisis. Elle dit que certaines parts de ta vie ressemblent à des costumes que tu portes par conformité plutôt que par véritable identification. Et ces vérités-là, elles demandent quelque chose. Elles demandent du courage, de l'honnêteté, de la disponibilité pour affronter ce qu'elles impliquent. Alors tu comprends mieux pourquoi ce silence est difficile, non pas parce qu'il contient du néant, mais parce qu'il contient quelque chose que tu as peut-être évité sans le savoir pendant un certain temps, quelque chose que tu es peut-être enfin prêt à regarder en face. Ce vide que tu ressens, cette espèce d'apathie douce et déconcertante, cette perte d'intérêt pour les choses qui t'animaient, est souvent interprétée comme un manque de motivation, comme de la paresse, comme un état qui devrait être corrigé au plus vite. La solution proposée est généralement de bouger, de s'occuper, de relancer la machine, de retrouver l'élan par l'action. Et parfois, oui, l'action aide. Parfois, la mise en mouvement crée sa propre dynamique, et quelque chose se rallume. Mais il existe un autre type de vide. Un vide qui n'est pas là parce que tu manques d'énergie, mais parce que ton énergie cherche une nouvelle direction et qu'elle n'a pas encore trouvé laquelle. Ce vide-là n'est pas à remplir au plus vite. Il est à traverser avec patience. Il est un intervalle nécessaire entre deux façons d'exister. L'intervalle entre la personne qui s'animait pour certaines choses et la personne qui découvrira progressivement pourquoi elle s'anime vraiment. Pense au moment entre deux respirations. Cet espace bref entre l'expiration et l'inspiration suivante. Cet espace n'est pas une erreur de la respiration. Il n'est pas le signe que quelque chose va mal. Il est structurellement nécessaire. Il est le lieu de la transition entre deux mouvements. Et si tu essaies de le supprimer, si tu forces l'inspiration avant que cet espace ait eu lieu, tu perturbes le rythme naturel de quelque chose qui sait exactement ce qu'il fait. Ton vide actuel ressemble à cet espace entre deux respirations. Il est réel. Il est inconfortable. Il peut sembler durer trop longtemps. Mais il est fonctionnel. Il est le lieu où quelque chose se réorganise avant de repartir différemment. Et la chose la plus difficile, peut-être la plus courageuse que tu puisses faire dans cet espace, c'est de ne pas le forcer à se remplir avant qu'il soit prêt à l'être. L'éloignement des gens que tu aimais, ou que tu croyais aimer d'une certaine façon, la perte d'intérêt pour certaines conversations qui semblaient autrefois essentielles, l'incapacité à te laisser absorber par les préoccupations qui mobilisent les gens autour de toi, tout cela fait partie du même processus. Non pas que ces gens n'aient plus de valeur, non pas que ces conversations soient objectivement sans intérêt, mais quelque chose en toi a changé de fréquence, et les signaux qu'ils recevaient avant avec clarté commencent à arriver dans un registre légèrement décalé, légèrement différent de celui qu'il peut encore pleinement recevoir. Cela peut ressembler à de la froideur. Cela peut ressembler à un éloignement que les autres ressentent, et que tu observes toi-même avec une certaine inquiétude. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est une sensibilité qui est en train de se recalibrer, qui est en train de se demander à quoi elle veut vraiment répondre, à quoi elle choisit de s'ouvrir, de quoi elle a réellement besoin pour fonctionner avec intégrité, plutôt que par automatisme social. Cette solitude particulière qui accompagne cette recalibration, Feynman la connaissait bien, non pas comme une posture intellectuelle, non pas comme quelque chose qu'il cultivait pour paraître profond, mais comme une condition réelle et parfois douloureuse de celui qui ne peut plus faire semblant de croire à des simplifications qu'il a traversées. Il disait qu'avancer vers quelque chose que tu vois vraiment, quelque chose que tu comprends depuis l'intérieur, quelque chose qui est vraiment le tien, c'est presque nécessairement avancer seul pour un moment, non pas parce que les autres sont inférieurs ou incapables, mais parce que chaque vérité profonde a une adresse individuelle.
elle ne peut pas être partagée avant d'avoir été vécue. Elle ne peut pas être offerte avant d'avoir été traversée. Et la traversée, c'est toujours une affaire de singularité, jamais de groupe. Mais attention, et c'est ici que quelque chose d'important doit être dit, quelque chose que beaucoup de textes sur le réveil ou la conscience ont tendance à éviter parce qu'il est moins flatteur, moins séduisant que le reste. Il existe un danger très réel dans cette phase de transition. Un danger subtil, insidieux, d'autant plus difficile à voir qu'il se présente souvent habillé en sagesse. C'est le danger de prendre cette lucidité naissante comme une preuve de supériorité. De regarder les gens qui n'ont pas encore traversé ce que tu traverses, avec une légère condescendance, même bien enveloppée, même sincèrement non souhaitée, de te dire, sans forcément le formuler explicitement, que tu vois quelque chose qu'ils ne voient pas, que tu es plus conscient, plus éveillé, plus profond dans ta façon d'habiter le monde. Et c'est vrai que tu vois quelque chose. Mais voir plus que ce qu'on voyait avant ne signifie pas voir tout. Cela ne signifie pas voir juste. Et cela ne dit absolument rien de la valeur de ce que les autres voient depuis l'endroit où ils se trouvent, parce que la conscience n'est pas une hiérarchie, elle n'est pas une compétition. Elle est un chemin, et chaque chemin a ses propres révélations, ses propres impasses, ses propres zones d'aveuglement qu'on ne peut pas voir précisément parce qu'on est dedans. La personne qui n'a pas encore commencé à questionner ses certitudes n'est pas en dessous de toi. Elle est simplement à un autre endroit d'un voyage qui ne suit pas de trajectoire linéaire unique. Et la personne qui semble se satisfaire de choses qui ne te satisfont plus n'est pas nécessairement moins profonde. Elle a peut-être trouvé dans ces choses une vérité que tu n'as pas encore la capacité de percevoir. Ou peut-être pas. Mais l'humilité ici n'est pas une politesse de façade. Elle est épistémiquement nécessaire, fonctionnellement indispensable à celui qui veut continuer à apprendre plutôt qu'à confirmer ce qu'il croit déjà savoir. Feynman, qui était parmi les esprits les plus brillants de son époque, disait quelque chose qui résume tout cela avec une économie de mots remarquable. Il disait que le premier principe est de ne pas te tromper toi-même et que tu es la personne la plus facile à tromper. Et il ne disait pas ça pour les autres. Il le disait pour lui-même, à propos de lui-même, avec une rigueur qui s'appliquait avec la même force à ses certitudes intellectuelles qu'à ses certitudes personnelles. Cette phrase n'est pas une modestie performative. C'est une observation précise sur la façon dont l'ego humain fonctionne. Il protège d'abord sa propre cohérence, quitte à distordre la réalité pour y parvenir. L'ego spirituel, l'ego de celui qui a compris quelque chose que les autres n'ont pas encore compris, est l'une des formes les plus séduisantes et les plus dangereuses de l'ego, parce qu'il se nourrit de ce qui semblait devoir l'éliminer. Il se réinstalle dans l'espace même de la lucidité et s'en fait un trône. Et depuis ce trône, il juge, il classe, il hiérarchise, il maintient exactement la même structure psychologique qu'avant, simplement retourné dans un sens différent, habillé de vocabulaire différent, légitimé par une expérience intérieure réelle mais mal interprétée.